Bonjour à tous. Les réactions chimiques répondent à certaines lois comme celle de la conservation de la masse. Dans cette vidéo, nous voyons ensemble la différence entre un mélange et un phénomène chimique, comment on peut modéliser une réaction chimique et ce qu'est une équation chimique. Nous voyons aussi comment équilibrer une équation chimique et bien évidemment le principe de la conservation de la matière de Lavoisier. Ceci correspond aux attendus des savoirs et savoir-faire en vue du CTC ou certificat du tronc commun au terme de la 3e année secondaire. Il ne faut pas confondre mélange et transformation chimique. Vous avez ici deux corps purs séparés, du fer, un métal, et du soufre, un non-métal. Si on les mélange, j'obtiens ce mélange fer-soufre, et il ne se passe rien de particulier. On sait que le fer a des propriétés magnétiques, ce qui veut dire qu'il est attiré par un aimant. Par contre, le soufre n'a pas cette propriété. Eh bien, si on approche un aimant du mélange fer-soufre, le fer est attiré par l'aimant, pas le soufre. Ceci veut montrer, par extension, que les corps purs à la base n'ont pas changé. Ils ne sont pas transformés et ils ont gardé leurs propriétés de base, comme ici le magnétisme. D'autres propriétés ont été conservées, comme la masse, la couleur, ainsi de suite. Maintenant, si je mets le mélange fer-soufre dans un tube à essai et que je le chauffe au bec-bunsen, je vais pouvoir déjà observer une transformation et je vais obtenir un nouveau produit qui est du sulfure de fer. Si je teste ce sulfure de fer à l'aimant, il ne se passe rien. Le sulfure de fer n'est pas attiré par l'aimant. On constate une perte de cette propriété physique qu'est le magnétisme. Donc, ne pas confondre mélange, où les corps restent les mêmes et les propriétés sont conservées, et transformation, où les corps deviennent autres et avec d'autres propriétés. Un phénomène chimique décrit une réaction chimique. En effet, si on fait réagir une substance A avec une substance B, suite à la réaction chimique, on va nécessairement obtenir une autre substance, par exemple C, voire d'autres substances encore. Donc, dans une réaction chimique, les substances de départ, appelées réactifs, vont réagir ensemble pour donner d'autres substances, appelées produits. Il faut aussi savoir que si les substances de départ sont, par exemple, liquides, et ce sont des exemples, on peut par exemple obtenir un nouveau produit liquide et l'autre, par exemple, sous forme de gaz ou parfois même un solide. Donc, les corps qui réagissent ne restent pas nécessairement dans le même état physique. Autre commentaire, il y a des réactions qui émettent de la chaleur lorsque les réactifs réagissent ensemble, ou d'autres encore ont besoin de chaleur pour réagir, comme on vient de le voir avec le soufre et le fer. D'autres types d'énergie peuvent aussi rentrer en ligne de compte, comme l'énergie lumineuse, on le verra plus loin. Voici une synthèse de nos constatations et vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour la relire. Revenons sur notre réaction chimique où l'on chauffe un mélange de fer et de soufre. Voici le fer et le soufre et il faut déjà savoir que le soufre se présente souvent comme une molécule comportant 8 atomes de soufre. C'est la raison pour laquelle sa formule est S8 et on l'appelle octasoufre. On les avait fait réagir donc en apportant de la chaleur et nous obtenions du sulfure de fer dont la formule est FeS. Et cette molécule est bien constituée d'un atome de fer pour un atome de soufre. Modélisons cette réaction et représentons le fer avec son atome et le soufre avec ses 8 atomes liés ensemble. Nous obtenons donc une molécule de sulfure de fer. Mais n'est-ce pas bizarre, car si on n'utilise qu'un seul atome de soufre, il devrait en rester 7 en excédent. En réalité, il faut plutôt considérer qu'il n'y a pas assez d'atomes de fer pour réagir avec les 8 atomes de soufre. Il faut au total 8 atomes de fer pour réagir avec les 8 atomes de soufre, mais alors on obtiendra 8 molécules de sulfure de fer. On peut dire alors que la réaction chimique est équilibrée, on dit aussi qu'elle est pondérée. Voici alors, pour éviter de devoir modéliser avec des boules, ce que l'on appelle une équation chimique. Mais nous avons donc dû la pondérer et pour cela nous ajoutons 8 devant le fer car il faut 8 atomes de fer, puis nous ajoutons 8 devant le sulfure de fer car nous obtenons alors 8 molécules de sulfure de fer.
Et si nous devions vérifier si l'équation est bien pondérée, on doit juste comparer le nombre d'atomes d'une sorte et de l'autre d'un côté de l'équation et en faire de même de l'autre côté, et nous constatons que c'est complètement égal. Donc une réaction chimique correspond à un réarrangement d'atomes. Et dès à présent, c'est important de comprendre qu'au total, on retrouve les mêmes atomes après la réaction et le même nombre de ces atomes. Ils sont juste réarrangés pour former de nouvelles molécules, donc de nouveaux corps purs. Voici une réaction où du chlorure de plomb en solution aqueuse va réagir avec de l'iodure de potassium en solution aqueuse aussi. Solution aqueuse veut dire que les réactifs se trouvent dissous à la base dans de l'eau pure. Ces deux réactifs vont réagir pour donner de l'iodure de plomb, qui ici sera solide, et du chlorure de potassium en solution aqueuse. Pour équilibrer la réaction et donc l'équation chimique, ou la pondérer si vous voulez, il faut d'abord faire le décompte des atomes d'un côté et de l'autre de la flèche. Voici ce que cela donne à gauche et à droite. On repère les différences et on voit très rapidement qu'à droite, il y a 2 atomes d'iode, alors qu'il n'y en a qu'un à gauche, et qu'à gauche, il y a 2 atomes de chlore, alors qu'à droite, il n'y en a qu'un. Pour équilibrer, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est d'augmenter la proportion de l'un ou l'autre réactif. En conséquence, on modifie aussi la proportion de l'un ou l'autre produit obtenu. Comment ? Il faut ajouter ce qu'on appelle un coefficient stéchiométrique. Le coefficient stéchiométrique est ce nombre qui se trouvera devant une formule chimique. Attention, par contre, on ne peut pas modifier la proportion d'un atome dans une formule chimique. La formule chimique a été établie selon les règles de valence que nous avons déjà vues dans une vidéo précédente. Par exemple, KCl ne peut pas devenir KCl2 car K et Cl ont tous deux la valence 1. Concrètement, ici, pour équilibrer notre équation, il faut faire en sorte qu'il y ait le même nombre d'atomes à droite et à gauche. Donc à gauche, on va multiplier par 2 le nombre d'atomes d'iode pour qu'il soit le même qu'à droite. Du coup, je peux alors mettre le coefficient stéchiométrique 2 devant Ki dans la réaction. Mais si je fais cela, je multiplie par 2 aussi le nombre d'atomes de potassium à gauche. Et alors, je dois en faire de même à droite. Mais alors, je dois mettre un coefficient devant le réactif KCl. Je mets donc aussi le 2. Et à droite, j'ai alors 2 atomes de chlore et non plus 1. Et si je regarde à gauche, cela tombe bien car j'ai déjà 2 atomes de chlore. Et voilà, mon équation est équilibrée car vous constaterez que nous avons les mêmes atomes à droite et à gauche, aussi bien en nature qu'en nombre. Voici un autre exemple. À toi de mettre la vidéo sur pause pour le résoudre. Voici la solution. Tu as donc fait le décompte pour avoir les mêmes atomes à gauche et à droite, comme ceci, et tu n'as fait qu'ajouter un coefficient là où il le fallait. Vous aurez compris aussi que dans une réaction chimique, un atome ne se transforme pas en un autre atome et leur nombre est strictement respecté. Vous savez aussi que chaque atome a une masse propre, et vu que le nombre d'atomes est le même du côté des réactifs que des produits, on a vite compris que la masse des produits, après la réaction, est la même que la masse des réactifs au départ. C'est ce que nous allons voir maintenant, car il a fallu le démontrer. On ne peut parler de chimie sans parler d'Antoine Lavoisier. Il réalisa des expériences qui ont démontré justement que la masse de la matière au total ne variait pas au cours d'une réaction chimique. Pour l'expliquer, reprenons cette modélisation d'une réaction chimique. Nous avons donc 2 réactifs qui, d'ailleurs, à la base, sont tous deux liquides. Et dans l'exemple ici, après réaction, nous obtenons un produit liquide et un produit sous forme de gaz. On sait que les produits sont constitués de molécules différentes que celles des réactifs. On va mesurer la masse respective des réactifs avant l'expérience et on fera de même avec la masse respective des produits. Et on constate que la masse totale des réactifs est égale à la masse totale des produits. Si on avait réalisé cette expérience sans prendre certaines précautions, la masse des produits aurait été plus petite que celle des réactifs. Pourquoi ? Parce que parmi les produits, nous avons un gaz,
et ce gaz se serait diffusé dans l'atmosphère, on n'aurait pas pu mesurer sa masse. C'est la raison pour laquelle il faut fermer le système, afin qu'un gaz ne s'échappe pas et pouvoir mesurer la masse de l'ensemble. C'est évidemment la précaution que Lavoisier a prise. La loi mise en évidence par ce dernier s'énonce donc comme ceci. Au cours d'une réaction chimique se produisant dans un système fermé, la masse de l'ensemble des produits formés est égale à la masse de l'ensemble des réactifs mis en jeu. Et d'ajouter ceci, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ce qui veut dire que la quantité de matière avant et après une transformation chimique reste la même et que l'état final n'est qu'un réarrangement de l'état initial. On comprend donc l'importance de bien équilibrer les réactions chimiques avec les coefficients afin que cette loi puisse être respectée. On rappelle que les atomes ne changent pas en nombre et en nature avant et après une réaction chimique, même s'ils sont réarrangés pour former de nouvelles molécules. Antoine de Lavoisier fut guillotiné par les révolutionnaires français en 1794, malgré les efforts de son épouse Marie-Anne Pose Lavoisier. Il faut savoir que Marie-Anne a beaucoup aidé son mari dans son laboratoire. Elle a pris de nombreuses notes, elle a aidé à la traduction de nombreux ouvrages. Et puis, après le décès de son mari, c'est à elle que l'on doit les nombreuses publications des travaux de Lavoisier. Elle joua donc un rôle déterminant dans la diffusion des savoirs scientifiques. Il n'est pas inutile de faire le lien entre la chimie et la biologie, et on peut alors dire que l'on fait de la biochimie. L'exemple que nous allons développer est celui de la photosynthèse et de la respiration cellulaire. Vous avez vu en biologie que les cellules végétales, pas les cellules animales, des plantes vertes et possédant donc de la chlorophylle, contiennent de petits organites que l'on appelle les chloroplastes. Ici passe une réaction chimique intéressante. Le dioxyde de carbone réagit avec l'eau et en présence d'énergie lumineuse, cela donne du glucose, donc C6H12O6, et du dioxygène. Si je représente l'équation bilan de la photosynthèse, j'ai donc ceci. Mais si je fais le décompte du nombre d'atomes des réactifs et du nombre d'atomes des produits, ce n'est pas égal. Je dois donc pondérer, c'est-à-dire équilibrer mon équation, et je n'ai pas d'autre choix que d'ajouter les coefficients suivants. Maintenant, vous avez vu aussi que les cellules animales et végétales, les deux donc, respirent et contiennent d'autres petits organites appelés des mitochondries. Ici passe également une réaction chimique intéressante. Le glucose et le dioxygène réagissent ensemble pour donner du dioxyde de carbone et de l'eau, mais en même temps de l'énergie chimique, celle qui sera utile pour faire fonctionner nos cellules et nos organes. Si je représente l'équation bilan de la respiration cellulaire, j'ai ceci, et je vois aussi directement que je dois pondérer l'équation en ajoutant aussi ses coefficients. Vous pouvez vérifier le décompte, puisque aussi bien à gauche qu'à droite, vous avez 6 atomes de carbone, 18 atomes d'oxygène et 12 atomes d'hydrogène. Ce qui est génial, c'est que nous sommes en présence de deux équations qui sont l'inverse l'une de l'autre. La seule différence est l'énergie nécessitée par la photosynthèse, et qui est l'énergie lumineuse, et l'énergie produite par la respiration cellulaire, qui est l'énergie chimique. Ceci démontre aussi que l'énergie du Soleil est une absolue nécessité, pas seulement pour les plantes vertes, mais également pour les animaux, car cette énergie lumineuse, au final, se retrouve dans le glucose, et le glucose est lui-même à l'origine de l'énergie chimique nécessaire aux vivants, qu'ils soient plantes vertes ou animaux. Voilà, cette vidéo est terminée. À très bientôt pour une autre vidéo.